Et si l'Afrique était au cœur de sa plus grande révolution économique, sans que le monde ose s'y attarder? Imaginez un instant, un pays qui triple soudain ses revenus tirés de l'or, sans ouvrir la moindre nouvelle mine, sans avoir besoin d'une avancée technologique venue d'ailleurs, et sans recourir à une aide extérieure massive. Cela semble presque irréel, digne d'un conte moderne. Pourtant, c'est précisément ce qui s'est produit au Ghana, sous les yeux presque indifférents de la planète, et qui commence à faire trembler les fondations du système économique mondial. En mai, le Ghana a exporté plus de 11 tonnes d'or, totalisant une valeur supérieure à 1 milliard de dollars américains. Rien qu'en 4 mois, près de 3 milliards de dollars ont mystérieusement afflué dans les caisses de l'État. Aucun nouveau gisement n'a été découvert. Aucun miracle géologique. Alors, comment expliquer cette ruée soudaine de richesse? Derrière ce phénomène se cache un modèle inédit, inspiré non pas d'Europe ni d'Asie, mais du Burkina Faso voisin. Et surtout un homme, le capitaine Ibrahim Traoré. Grâce à sa vision audacieuse, il a redéfini la souveraineté économique en Afrique, traçant une voie que le Ghana a su observer, comprendre, adapter et déployer avec brio. Mais pourquoi ce silence assourdissant? Pourquoi ce bouleversement reste-t-il sous les radars des médias, des experts internationaux et même de la plupart des Africains? Parce qu'ignorer cette transformation, c'est manquer un retournement historique qui pourrait rebattre les cartes de l'économie africaine et même bouleverser ses relations avec les puissances étrangères. Il ne s'agit plus seulement d'or ou de chiffres, il s'agit d'emploi, de fierté nationale, de pouvoir d'achat et de la capacité d'un peuple à reprendre la main sur ses propres ressources. Ce qui se joue, c'est la dignité retrouvée d'un continent trop longtemps privé de son destin. Comment un pays dominé pendant des décennies par les multinationales est-il devenu, presque du jour au lendemain, maître de son destin? Pour saisir l'ampleur de ce séisme, il faut revenir sur des années d'exploitation, de dépendance et de perte de contrôle économique. Il faut aussi comparer avec d'autres régions du monde où des situations similaires se sont produites, comme au Pérou ou en Indonésie, où la mainmise étrangère sur les ressources a longtemps prévalu. Pour comprendre ce bouleversement, il faut plonger dans l'histoire du Ghana, marquée par la domination des multinationales et la fuite des richesses. C'est là que commence la véritable révolution. L'histoire de l'Afrique avec l'or est ancienne, traversée par les caravanes sahariennes, les royaumes médiévaux et, plus tard, la colonisation. Mais malgré cette richesse, le peuple en a rarement vu la couleur. Prenons le Ghana. Niché au centre du triangle d'or africain avec l'Afrique du Sud et le Soudan, ce pays a vu, année après année, ses trésors s'envoler vers l'étranger. Pendant des décennies, des milliards de dollars d'or quittaient la terre ghanéenne, siphonnés par des multinationales, laissant derrière elles une économie vidée de sa substance. Pour donner un exemple concret, entre 2010 et 2020, la Banque mondiale estime que plus de 50 milliards de dollars d'or ont été extraits du Ghana, tandis que moins de 10% de cette somme revenait réellement à l'économie nationale. Le paradoxe est cruel. Ce n'est pas le manque de ressources qui entrave le Ghana, mais bien l'absence de contrôle sur son propre or. Le cœur du problème? Les sociétés étrangères, grâce à des contrats opaques, dirigeaient extraction, raffinage, exportation. Les profits filaient en catimini vers Londres, Toronto, Johannesburg, et ne laissaient au Ghana que des miettes. C'est un schéma que l'on retrouve aussi au Nigeria avec le pétrole, ou en République démocratique du Congo avec le cobalt. L'évasion fiscale s'était installée comme une norme. Sous-déclaration, profits camouflés, transferts discrets vers des paradis fiscaux, tandis que les comptes restaient en obscur, des milliards s'évaporaient, loin des familles ghanéennes. Les rapports de l'ONG Global Witness ont révélé que, dans certains cas, jusqu'à 60% de la production d'or ghanéenne était sous-déclarée ou exportée illégalement, avec la complicité de certaines élites locales. Dans ce silence pesant, la population s'interrogeait: comment un pays aussi riche pouvait-il accumuler chômage, dette, monnaie faible, avenir bouché? Le peuple réclamait des réponses, mais n'obtenait que des promesses vides. Les files d'attente devant les bureaux de change, la jeunesse diplômée sans emploi, les infrastructures délabrées, tout cela contrastait violemment avec les chiffres mirobolants affichés par les compagnies minières étrangères. Ce cycle infernal perpétuait un vieux schéma colonial. Creuser, exporter, espérer, s'appauvrir génération après génération, sans jamais goûter à la vraie richesse du sol national. Ce n'est pas seulement une question de ressources, mais d'organisation et de volonté politique. L'Afrique du Sud, par exemple, a connu le même dilemme avec ses mines de diamants, longtemps contrôlées par De Beers, avant de nationaliser partiellement le secteur dans les années 90. Mais au début de l'année 2025, tout bascule.
Soudain, un chiffre explose, brise le silence et impose une question. Et si le Ghana reprenait enfin la main? Un nouveau modèle venu d'un pays voisin fait alors son apparition, bouleversant toutes les certitudes. L'idée sème le doute chez les puissants et rallume l'espoir dans la rue. Pour la première fois, on se surprend à rêver que le continent puisse écrire ses propres règles du jeu. Parfois, une révolution silencieuse ébranle plus sûrement les fondations qu'un coup d'État spectaculaire. Dans l'histoire, on a vu des basculements similaires. En Norvège, la création du fonds souverain pétrolier a permis de transformer la manne pétrolière en richesse collective. En Bolivie, l'expropriation partielle des hydrocarbures a permis de doubler les revenus de l'État en quelques années. Alors que l'Occident s'autocongratule, le Ghana regarde ailleurs, vers le nord où le Burkina Faso vient de briser ses chaînes. Là-bas, l'idée s'impose que la dépendance n'est pas une fatalité. C'est un choix qu'on peut refuser. Une alternative émerge, reprendre la maîtrise de ses richesses sans copier les recettes de Wall Street. Cela rappelle la vague des nationalisations arabes dans les années 70, lorsque l'Algérie ou l'Irak ont repris le contrôle de leur pétrole face aux multinationales. Au centre de ce séisme, un homme inattendu, le capitaine Ibrahim Traoré. À peine âgé de moins de 40 ans, sans formation économique, il impose un cap inédit. Il interdit la sortie brute de l'or, lance la construction d'une raffinerie nationale et grave une règle nouvelle. Les intérêts locaux d'abord, les multinationales ensuite. Paris, Londres, Washington grincent des dents. Cela rappelle le Mexique des années 30 lorsque Lázaro Cárdenas a nationalisé le pétrole, déclenchant la colère des États-Unis et du Royaume-Uni. Rapidement, les faits sont là. Les réserves d'or du Burkina Faso quadruplent. La monnaie, autrefois fragile, gagne en stabilité. Pour la première fois depuis des décennies, le pays s'éloigne de l'aide étrangère. Les experts africains hésitent à y croire, jusqu'au jour où le Ghana, champion de la démocratie régionale, décide de franchir le pas. Cette audace rappelle le Botswana, qui a su imposer une cogestion de ses mines de diamants avec De Beers, faisant du pays l'un des plus prospères du continent. John Mahama, président civil, prend un risque colossal. Il adapte ce modèle militaire à une démocratie connectée aux marchés mondiaux. Conscient de la réputation du Ghana et de ses liens économiques, il fonde le Ghana Gold Board, qui contrôle désormais tout l'or du pays. C'est un organisme public doté de pouvoirs étendus, sur le modèle norvégien ou singapourien, chargé de superviser chaque étape de la filière aurifère. Désormais, chaque gramme d'or doit passer sous la loupe de l'État. Les multinationales ne dictent plus leurs lois. 1/5 de leur production reste au Ghana avant toute exportation. Pour les grandes compagnies, c'est un véritable tremblement de terre. C'est comme si, du jour au lendemain, le Nigeria avait imposé que 20% de son pétrole brut soit raffiné localement avant exportation, bouleversant l'industrie mondiale. Derrière cette décision, l'enjeu est immense. Échec, les investisseurs s'enfuient, la crise menace. Réussite, le Ghana bouleverse l'ordre économique de toute l'Afrique de l'Ouest. C'est un pari sans filet dont l'issue pourrait redéfinir l'avenir de millions de vies. On retrouve ici le dilemme du Brésil lors de la création de Petrobras ou de la Malaisie avec Petronas, oser défier l'ordre établi pour s'émanciper. Mais derrière les chiffres et les déclarations officielles, un autre combat s'engage, celui des coulisses où s'affrontent intérêts nationaux et puissances étrangères. Le Ghana, plus que jamais, doit prouver qu'il peut tenir tête à la tempête. Les lobbyistes internationaux, les agences de notation, les ambassades étrangères, tous tentent de freiner ou d'influencer le processus. L'histoire regorge d'exemples où la pression extérieure a fait plier des pays. La Côte d'Ivoire dans les années 90, l'Argentine dans les années 2000. Quand on verrouille la sortie, tout change à l'intérieur. Le Ghana fait alors ce que peu de nations africaines ont osé. Il ferme les valves de sortie non contrôlées de ses ressources, forçant les acteurs locaux et étrangers à repenser leur manière de faire des affaires. En moins de 3 mois, les réserves d'or de l'État ghanéen bondissent de moins de 9 tonnes à plus de 30 tonnes. Un saut sans précédent qui bouleverse l'équilibre économique régional. En quelques semaines, la Banque centrale du Ghana annonce des réserves multipliées par plus de 3, renforçant la crédibilité du cedi, la monnaie nationale. Soudain, la table a tourné. Ce sont les investisseurs étrangers qui doivent s'aligner sur les conditions dictées par Accra. Les contrats sont relus, les marges serrées, et chaque gramme d'or qui quitte le Ghana doit d'abord enrichir le pays. Selon certaines estimations, le Ghana a économisé plus de 500 millions de dollars en révision de contrats en moins de 6 mois. Le gouvernement ne se contente plus d'échanger ses ressources contre des devises.
Désormais, ils troquent l'or directement contre des infrastructures, des machines, des hôpitaux, de l'énergie. Fini les circuits imposés par l'Occident. Le Ghana choisit ses partenaires, impose ses termes et garde la valeur ajoutée sur place. Cela rappelle la stratégie de la Chine dans ses négociations pour les terres rares, ou celle du Chili avec son cuivre. L'accès au marché de l'or est désormais verrouillé. Les géants internationaux, jadis tout-puissants, sont quasiment évincés. Seuls les opérateurs validés par l'État peuvent en participer. La fuite illicite, autrefois endémique, se tarit presque totalement. Les douanes ghanéennes, équipées de nouveaux scanners et de logiciels de traçabilité, interceptent désormais toute tentative de contrebande. Ce verrouillage déclenche une onde de choc local. Des centaines d'entreprises nationales émergent, stimulées par des règles conçues pour favoriser la production Made in Ghana. Des milliers d'emplois techniques sont créés, accompagnés de formations spécialisées. Le gouvernement lance un programme national de certification des compétences minières, inspiré du modèle sud-coréen des années 70. Une nouvelle classe moyenne industrielle prend racine, fière de ses compétences et de son indépendance. Les universités ouvrent de nouveaux cursus en gestion minière, métallurgie et ingénierie environnementale. Des incubateurs de start-up voient le jour, certains développant des technologies de traitement de l'or moins polluantes, d'autres créant des applications blockchain pour garantir la traçabilité. Mais le choc ghanéen dépasse les frontières. Au Mali, au Nigeria, en Tanzanie, au Zimbabwe et au-delà, les dirigeants réévaluent leur politique minière. Inspirés par Accra, ils sondent leur propre marge de manœuvre, rêvent d'un modèle panafricain. L'Union africaine organise un sommet extraordinaire sur la souveraineté minière, réunissant chefs d'État, investisseurs africains et experts internationaux. Le Ghana, longtemps simple spectateur, devient moteur d'une coopération africaine inédite. Les échanges régionaux s'intensifient. Or, technologie, développement. Pour la première fois sans devoir céder aux grandes puissances étrangères. Un projet de bourse panafricaine de l'or est même à l'étude pour fixer les prix sur le continent. En quelques mois, la souveraineté économique passe du rêve à la réalité. Un choix collectif s'impose à tout le continent. Saisir cette chance historique ou la voir disparaître pour des générations. L'Afrique a déjà vu des occasions manquées. La conférence de Bandung, le panafricanisme des années 60 ou encore le NEPAD dans les années 2000. Cette fois, il s'agit de ne plus rater le coche. Mais derrière cette réussite, une question demeure. Jusqu'où le Ghana et ses voisins pourront-ils défendre ce nouveau modèle face aux pressions extérieures ? Les créanciers internationaux, les agences de notation, les partenaires commerciaux historiques, tous observent avec inquiétude et préparent leur riposte. L'histoire récente montre que la route sera semée d'embûches, comme l'ont vécu le Venezuela avec son pétrole ou la Grèce avec ses ressources maritimes. Et si la vraie fortune aujourd'hui, c'était d'oser croire que chacun peut reprendre en main son destin. Cette question dérange, secoue les vieux schémas, surtout quand on observe ce qui se passe au Ghana et au Burkina Faso. Là-bas, tout bouge. Les ressources ne sont plus abandonnées, la valeur se crée, la dépendance s'effrite. Le mythe d'un continent condamné à tendre la main s'effondre sous nos yeux. L'or, longtemps synonyme de pillage et d'impuissance, change de camp. Pour la jeunesse africaine, il n'est plus un mirage réservé à une poignée d'initiés ou à des groupes étrangers. Il devient un outil d'émancipation, de créativité, de reprise de pouvoir. Désormais, l'avenir se construit autour de ce métal, mais selon de nouvelles règles, forgées par ceux qui vivent sur cette terre. Attention cependant, la réussite du Ghana n'est pas une recette miracle. C'est le fruit d'un choix radical, d'un courage politique rare, d'une maîtrise technique arrachée de haute lutte. Le Ghana, inspiré par la détermination du Burkina Faso, a prouvé qu'une nation pouvait s'opposer aux mastodontes internationaux, transformer une industrie opaque en levier de prospérité pour tous. Mais cette transition demande de la vigilance. En quelques mois à peine, le pays a démontré que l'indépendance ne se résume pas à des slogans. Elle se mesure désormais en or contrôlé par le peuple, en dizaines de milliers d'emplois créés, en confiance retrouvée, en fierté rendue à toute une nation. Plus question d'attendre un sauveur venu d'ailleurs, il s'agit d'agir ici et maintenant, de saisir l'occasion unique qui se présente. C'est une leçon que l'on retrouve dans l'histoire du Japon de l'ère Meiji, ou encore dans la Corée du Sud des années 60. C'est un défi lancé à toute la société. Décideurs, entrepreneurs, citoyens, chacun détient une part de cette dynamique. Si nous laissons passer ce moment, le risque est immense, voir ressurgir de nouvelles chaînes, assister à une énième vague d'appauvrissement, ou pire, rater la vague du renouveau africain.
L'histoire est remplie de rendez-vous manqués, mais aussi de revanches spectaculaires, comme la renaissance économique du Rwanda après les années 90. Rien n'est écrit d'avance. Face à cette nouvelle ère, une question brûle. Allons-nous rester spectateurs de l'histoire ou choisir d'en écrire les prochaines lignes? Car le choix, cette fois, n'appartient plus aux autres. Il est bel et bien entre nos mains. Cela commence par des gestes simples. Soutenir les initiatives locales, consommer Made in Africa, exiger la transparence dans la gestion des ressources. Mais pour comprendre la portée de ce virage, il faut revenir sur ce qui a rendu possible ce changement radical et comment il s'est concrètement opéré au Ghana. Plusieurs étapes clés expliquent ce basculement. Premièrement, la réforme législative. Le Parlement ghanéen a voté une loi imposant la déclaration obligatoire de toute production d'or sous peine de lourdes sanctions. Cette mesure a été accompagnée d'une campagne nationale de sensibilisation afin de mobiliser la population et d'impliquer les acteurs locaux dans la lutte contre la contrebande. Deuxièmement, la création d'un organe de contrôle indépendant. Le Ghana Gold Board, composé d'experts issus de la société civile, de représentants de l'État et du secteur privé, assure le suivi transparent de la filière. Des audits réguliers, des publications trimestrielles et un accès en ligne aux données ont été instaurés pour garantir la confiance du public. Troisièmement, l'investissement massif dans la formation et la technologie. Le gouvernement a lancé un plan décennal de modernisation des mines artisanales avec l'appui de centres de recherche locaux et d'universités partenaires. Les mineurs artisanaux reçoivent désormais des équipements plus sûrs, des formations en gestion environnementale et des incitations fiscales pour vendre leur or légalement. Quatrièmement, la négociation de nouveaux contrats avec les multinationales. Le Ghana a réussi à imposer des clauses de contenu local, obligeant les sociétés étrangères à embaucher et former des travailleurs ghanéens, à investir dans les infrastructures locales et à partager une partie de la production avec l'État. Cette stratégie s'inspire du modèle nigérian pour le pétrole, qui impose un taux de contenu local de plus de 50%. Cinquièmement, la diversification des partenaires économiques. Accra ne dépend plus d'un seul client ou d'un seul marché. Le pays négocie désormais avec la Chine, l'Inde, la Turquie et même certains pays d'Amérique latine afin d'obtenir les meilleurs prix et les meilleures conditions pour son or. Ce principe de multi-alignement protège l'économie ghanéenne des fluctuations mondiales. Enfin, le développement d'une industrie locale de transformation. Le gouvernement a investi dans la construction de raffineries, d'usines de joaillerie et de centres de recherche sur les matériaux précieux. Ce choix vise à capter la valeur ajoutée sur place, à créer des emplois qualifiés et à encourager l'innovation. D'ici 5 ans, le Ghana souhaite exporter non seulement de l'or brut, mais aussi des bijoux, des composants électroniques et des produits semi-finis. L'avenir est aux audacieux, à ceux qui osent reprendre la plume de leur propre histoire. Les exemples du passé montrent que la souveraineté économique n'est pas un vain mot. Elle se construit pas à pas par des réformes concrètes, de la transparence, de l'éducation et une mobilisation collective. Aujourd'hui, face au choc du succès ghanéen, chaque Africain se retrouve face à une question brûlante. Allez-vous regarder l'histoire se répéter ou bien la réécrire ? Pendant trop longtemps, les ressources africaines sont parties enrichir d'autres continents, laissant derrière elles promesses trahies et dépendance amère. Pourtant, le Ghana vient de montrer que le destin n'est pas immuable. En s'inspirant du modèle burkinabé impulsé par le capitaine Ibrahim Traoré, le Ghana a pris une décision radicale, reprendre le contrôle de son or. Pas de miracle, pas d'intervention étrangère, simplement le courage politique de fixer ses propres règles. En quelques mois à peine, les revenus de l'exportation aurifère ont été multipliés par plus de 3, sans ouvrir de nouvelles mines. Une démonstration éclatante, la souveraineté commence par une volonté collective. Ce n'est plus un rêve lointain. C'est une réalité concrète. Des milliers d'emplois créés, un pouvoir d'achat en hausse, une jeunesse qui retrouve espoir et dignité. L'économie se renforce, la fierté nationale s'affirme et chaque citoyen sent naître la possibilité d'un avenir meilleur. Refuser d'agir, c'est accepter que d'autres écrivent à votre place le prochain chapitre. Choisir d'agir, c'est bâtir un modèle africain, pour l'Afrique, par l'Afrique. Mais cette route n'est pas sans obstacles. Les pressions extérieures seront féroces, les tentations du renoncement nombreuses. Pourtant, chaque victoire, même modeste, prépare la suivante. La renaissance ne s'impose pas, elle se forge, décision après décision, jour après jour. Cela commence par l'éducation, la veille citoyenne et le soutien aux entreprises africaines. Alors, quelle sera votre place dans cette histoire ? Resterez-vous spectateur
Ou choisirez-vous de devenir acteur de la souveraineté africaine? Entre subir ou choisir, entre répéter le passé ou façonner l'avenir, la balle est dans votre camp. Car le destin d'un peuple, comme celui d'un individu, ne se subit pas, il s'écrit, pas à pas, collectivement, à la lumière des succès d'hier et des rêves de demain.